L'histoire des Juifs de France, c'est votre rendez-vous dédié à l'histoire de la communauté juive dans notre pays. Comme tous les jours, nous avons le plaisir de suivre chaque numéro en compagnie de Christophe Dard. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler des grands rabbins de France au XIXe siècle. Depuis l'institution en 1808 du Consistoire central israélite de France, il y en a eu 7 et nous allons faire connaissance avec ces plus hautes autorités religieuses de la communauté juive. D'abord Christophe, nous en avons déjà parlé lorsque nous avons évoqué la place des Juifs sous le Premier Empire. Il faut rappeler qu'à la création du Consistoire, ce n'est pas un ni deux, mais 3 grands rabbins qui partagent la même fonction. Et ces 3 grands rabbins sont des fonctionnaires nommés par un décret pris en Conseil d'État sur proposition du consistoire qui procède à leur élection. Alors pour trouver évidemment ces 3 grands rabbins, l'empereur Napoléon Ier, souvenez-vous, mais c'est bien de le rappeler, ce sont des épisodes importants, n'a pas cherché bien loin, il s'est directement tourné vers ceux qui ont eu un rôle important lors du Grand Sanhédrin, cette cour suprême qui réunit 71 rabbins et notables pendant un mois seulement, à partir de février 1807, est chargé de donner une réponse religieuse à l'Assemblée des notables qui s'était réunie peu de temps auparavant, et aux 12 questions soumises par le gouvernement impérial, Napoléon Ier nomme en effet comme premier grand rabbin du consistoire central David Sinsheim, qui a été le président du Grand Sanhédrin. Et David Sinsheim, à la fois premier grand rabbin de France et également premier président du consistoire central israélite, est né à Trèves en 1745, issu d'une famille de rabbins. Il était devenu à 40 ans directeur d'une yeshiva à Bischheim dans le Bas-Rhin. Et il était l'un des 6 délégués des Juifs d'Alsace aux États généraux de 1789. L'Alsace, qui est alors de loin, à la fin du 18e, début 19e, la plus grosse communauté juive de France. Pour rappel, lors du recensement de 1784, 20 000 personnes, soit 3 918 familles juives dans le Haut et le Bas-Rhin avaient été recensées. David Sinsheim est d'autant plus connu et important qu'il est le beau-frère de Cerbère, qui a été très actif pour la communauté des Juifs d'Alsace. C'est lui qui avait réussi à obtenir l'abolition du Lebzoll, le péage corporel que les Juifs étaient obligés de payer pour rentrer dans Strasbourg, puisque la ville leur était interdite. À la fin de la Révolution française, David Sinsheim est nommé rabbin de Strasbourg. Voilà donc qui il était au moment de devenir grand rabbin. Alors on a aussi envie de savoir qui sont Abraham Vita de Colonia et Emmanuel Deutz, respectivement, je crois, 2e et 3e grand rabbin à partir de 1808. Eh bien, Abraham Vita de Colonia lui vient d'Italie, de Mantoue. C'est là qu'il est né en 1755, élu au Parlement du Royaume d'Italie, créé par Napoléon Ier. Il siège lui aussi à l'Assemblée des notables en 1806, puis il est nommé vice-président du Grand Sanhédrin. Et puis Emmanuel Deutz, lui, vient d'Allemagne. Il est né à Coblence. Il a été formé à l'une des yeshivas les plus renommées d'Europe depuis le Moyen-Âge, celle de Mayence. Toute sa vie, d'ailleurs, il conservera un très fort accent allemand. Il s'exprimera toujours très mal en français. Et lui, bien sûr, aussi a participé à l'Assemblée des notables, puis au Grand Sanhédrin. Alors en 1812, David Sinsheim meurt à l'âge de 66 ans. Abraham Vita de Colonia devient premier grand rabbin de France et président du consistoire israélite. Puis en 1826, Emmanuel Deutz devient grand rabbin, mais un autre homme est nommé à la présidence du consistoire central. Depuis cette date, les 2 fonctions ont donc toujours été occupées par 2 personnes différentes. 2 épisodes douloureux vont d'ailleurs marquer le grand rabbinat d'Emmanuel Deutz, et encore aujourd'hui on en parle beaucoup le concernant. D'abord, la conversion en 1823 de son gendre, ce n'est pas rien, le rabbin David Paul Drache, le directeur de l'école consistoriale israélite de Paris, qui démissionne du consistoire. La conséquence est d'ailleurs que la fille d'Emmanuel Deutz, Sarah, divorce car elle veut rester juive et elle se réfugiera en Angleterre avec leurs enfants. Et puis là aussi on en a parlé, ça compte aussi beaucoup dans ce grand rabbinat. Quelques années plus tard, c'est le propre fils d'Emmanuel Deutz, Simon, qui se convertit au catholicisme lui aussi du côté de Rome en Italie. Ce dernier devient d'ailleurs même l'agent de liaison de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, la duchesse de Berry, mère du comte de Chambord, prétendant au trône de France. Simon Deutz fait tout pour permettre à la duchesse de Berry même de prendre le pouvoir avant de retourner sa veste et de la livrer aux autorités de la monarchie de Juillet alors au pouvoir, ce qui provoque un déferlement d'antisémitisme à son égard, car il est l'incarnation du traître. Vous voyez, un grand rabbinat pour Emmanuel Deutz plutôt atypique et difficile.
En 1842, Emmanuel Deutz meurt à l'âge de 79 ans. Le siège de grand rabbin va alors rester vacant pendant 4 ans en raison de dissensions entre les traditionalistes et les réformateurs, jusqu'à ce qu'en 1846, Marchand Henry, 54 ans, soit désigné. Il a été directeur de l'école israélite, lui de Nancy en 1819 et grand rabbin de Paris en 1830. Et on ne l'a pas encore rencontré effectivement jusqu'à présent, cet homme, frère du député Jonas Henry, qui avait été directeur pendant 26 ans de l'école juive de Strasbourg. Marchand Henry est célèbre pour être le premier rabbin à avoir prononcé à la synagogue ses sermons en français et non plus en yiddish, présenté comme un rabbin traditionnaliste, ce qui est bien sûr prédominant comme courant au sein des rabbins. Son attitude est toutefois jugée conciliante, alors que, vous l'avez dit, les oppositions font rage entre traditionnalistes et réformateurs. Ils sont à peu près d'accord sur rien à cette période. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1850 et Marchand Henry finalement ne fera que 6 ans puisqu'il meurt en 1852. L'année suivante, Salomon Ullmann, né à Saverne en 1806 dans un milieu pauvre, est désigné grand rabbin de France. Il a été rabbin de Lauterbourg dans le Bas-Rhin, puis grand rabbin de Nancy. Ullmann est célèbre pour avoir laissé une production littéraire quand même assez importante. Oui, ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart de ces grands rabbins qui sont effectivement des intellectuels et lui aussi effectivement vient d'Alsace. Alors parmi les auteurs, les titres à signaler, il y a catéchisme ou éléments d'instruction religieuse et morale à l'usage des jeunes israélites. Et d'ailleurs, Salomon Ullmann est peut-être le plus littéraire de tous ces rabbins, grands rabbins du 19e siècle, puisqu'il préside la Société des livres moraux et religieux qui va éditer notamment le premier dictionnaire hébreu-français en 1859, destiné aux jeunes étudiants et lecteurs débutants de la Bible hébraïque. L'une de ses réalisations majeures sera d'ailleurs d'organiser la première conférence centrale des grands rabbins de France qu'il préside à Paris en 1856 et qui prendra des décisions, notamment l'introduction de l'orgue dans les synagogues. Salomon Ullmann meurt en 1865. En 1866, Lazare Isidore, à présent originaire de Lorraine, est à son tour grand rabbin de France. À 53 ans, il a été lui aussi grand rabbin de Paris pendant quand même 19 ans. Il s'est distingué en s'opposant vigoureusement, notamment contre le serment mort judaïco. Cette pratique discriminatoire, on le rappelle, qui obligeait les juifs à prêter serment dans une synagogue lorsqu'ils devaient être entendus devant un tribunal. En 1839, Lazare Isidore, rabbin de Phalsbourg en Lorraine, empêche que ce serment se déroule dans sa synagogue. Il enfreint la loi. Un procès va se dérouler et le rabbin, défendu par Adolphe Crémieux, n'est pas condamné. Le serment mort judaïco disparaît d'ailleurs progressivement jusqu'à être aboli définitivement en 1846. Comme ses prédécesseurs, Isidore fait tout pour garantir l'unité d'une communauté traversée par le courant réformateur. En 1876, il décide de faire retraduire intégralement la Bible en français dans une version accessible à tous. L'un de ceux qui va travailler sur ce projet d'ailleurs est Zadok Khan. Alors c'est un grand rabbin de Paris qui succède logiquement à Lazare Isidore à sa mort en 1889. Zadok Khan, 60 ans, qui vient aussi de l'Est de la France, plus précisément d'Alsace de Momenheim. Sa mère descend du rabbin Jacob Meir, grand rabbin de Rhénanie du Sud et membre du Grand Sanhédrin. Alors qu'il est grand rabbin de Paris, Khan va fonder en 1880 la Société des études juives qui veut favoriser le développement des études relatives à la religion, à l'histoire, aux littératures et aux sociétés juives. Durant les 16 années où il est grand rabbin de France, jusqu'en 1905, par ailleurs, Zadok Khan s'illustre d'abord par son engagement en faveur d'Alfred Dreyfus, dont il avait d'ailleurs célébré le mariage avec Lucie Adamar. Lucie Dreyfus, le 21 avril 1890, dans la synagogue, à la synagogue de la Victoire à Paris. Et puis, il va aussi soutenir Théodore Herzl et le mouvement sioniste. Les deux hommes se connaissent, d'ailleurs, ils se sont déjà rencontrés dès le début des années 1880, plus de 15 ans avant le congrès sioniste de Bâle. Zadok Khan soutient l'immigration des Juifs en Palestine pour y acquérir des terres agricoles. Il faut savoir quand même que ce positionnement est alors aux antipodes du judaïsme français, défendu jusque-là par tous les grands rabbins, très sévèrement critiqué d'ailleurs par les notables autour de Zadok Khan. On y reviendra dans le détail dans un portrait plus complet, ce sera dans un prochain épisode de notre série. Voilà donc pour cette galerie de portraits des grands rabbins de France au cours du 19e siècle, des hommes pour la plupart tous originaires de l'Est de la France et soucieux, on l'a vu, de lier tous les courants qui traversent le judaïsme. Merci beaucoup Christophe Dard et à très bientôt donc pour un nouveau numéro, un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France sur Radio J.